Et vous êtes toujours, enfin on l'espère, si vous ne l'êtes pas, vous ne nous entendez pas, sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi, sans correct. L'émission Aracaille du mardi 27 mai 2019, consacrée pour sa partie artistique, et ça va commencer tout de suite à François Dilasser, un peintre magnifique qu'on aime beaucoup. Et plus on regarde son travail, plus on l'aime. Ma camarade Piquet-Cou qui a reçu le catalogue, enfin je lui ai refilé le catalogue de Bordeaux, là, que Bordeaux nous a envoyé gratos et gentiment, leur dernier catalogue sur Dilasser, et ma copine est au 7e ciel. C'est du bon, c'est vraiment un beau travail, un travail atypique, et un peintre qui est passé un peu aux oubliettes malheureusement, quoi. C'est vrai qu'on l'avait vu une première fois à Bordeaux, on s'en souvenait bien, et c'était un pur bonheur de le revoir dans les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Brest. Oui, tout à fait. Et c'était une surprise parce qu'on ne savait pas. On avait un peu zappé. Alors on va commencer par faire un peu de lecture, comme j'aime bien le faire. Donc il y a un site qui est très bien, un site qui est consacré à François Dilasser, avec des écrits. Alors il y a des écrits sur lui et des écrits de lui. Et donc là, c'est plutôt ses écrits à lui sur ses carnets. Voilà, j'ai pris quelques passages, quoi. La peinture est un langage, comme une langue, comme la musique. Il exprime des états de pensée que les mots sont incapables de traduire. Voilà, ça c'est extrait de son carnet 14. Recherche du paradis où le temps qui passe n'existerait plus. Passé, présent, futur, succession de la vie, toujours présent, tout ensemble. Plus de nostalgie du passé, il est là. Plus de crainte d'appréhension du futur, il est là. Comme le présent, pareil à ces rochers, toujours là. À tout instant battu par la mer, pareil à la mer montante, descendante, depuis toujours se renouvelant, toujours pareil. Toute peinture est abstraite, on ne juge pas le bœuf écorché comme un boucher qui examine une viande à son étal, de même que le turban jaune de Vermeer, on ne le regarde pas comme une modiste, c'est d'abord une peinture. Turbule la thune, va nu-pied, turbule la thune, va nu-pied. La mer dessine sur le sable ce qu'elle a rencontré dans ses passages d'un continent à l'autre. Voilà, là c'est extrait de Note pour D pour Dilasser. C'est un ouvrage qui est paru au temps qu'il fait, et c'était Antoinette, sa seconde compagne, qui écrivait ce qu'il racontait. Quand je pense à la peinture, à ce qui me touche en elle, très souvent ce sont les autoportraits de Rembrandt qui me viennent à l'esprit. Lorsque je regarde l'un ou l'autre d'entre eux, lorsque je les visite au Louvre par exemple, il me semble qu'il se crée entre eux et moi comme une zone privilégiée d'échange, une zone physique que je sens réelle, entre le regard de Rembrandt et le mien, entre deux regards qui interrogent. J'ai senti ce moment de grâce, la présence de cette zone privilégiée, parfois avec plus ou moins d'intensité face à d'autres peintures, parfois même face à celles que j'avais en cours. Et c'est finalement ce que je voudrais qu'il se passe entre ma peinture et ceux qui la regardent, une conversation sans mots, le privilège de l'œil. Eh bien, c'est ce qui se passe avec nous. Exactement. Il y a Charles Juliette qui a écrit aussi chez François Dilasser. On a évoqué Charles Juliette avec Anne-Isabelle Roubaille quand on a lu le poème sur la barque. On avait évoqué Charles Juliette avec Bram van Velde et ses rencontres, le livre qu'il a écrit, Rencontre avec Bram van Velde. Malheureusement, le livre chez François Dilasser est moins couru et on ne peut pas le trouver en bibliothèque. C'est dommage. Alors voilà quelques extraits. On ne peut pas ne pas penser au-delà de la vie à ceux qui nous ont précédés, tout un ensemble de pensées et de rêveries. Cette impression de temps incalculable, simplement des gens, des humains de la vie qui s'est déroulée là, devant ces rochers, cette mer qui inlassablement va et vient. Que pensaient à quoi pensaient tous ces gens? Comment regardaient-ils ces rochers, cette mer? Promenade de phare, Méneam. Je ressens de plus en plus qu'il faut se tenir toujours sur un fil, aller toujours au plus loin, garder un équilibre, sinon c'est la chute, mais par moments je sens le danger. Il faut être curieux, aller au plus loin, mais c'est difficile. Au cours des années, le travail aiguise la sensibilité, l'exacerbe peut-être, un grand mot pathétique, mais c'est inévitable. Une lutte contre la mort, en tout cas ce n'est pas ce que je me dis, mais c'est vrai que la peinture, comme tout art, doit se nourrir ou contenir de la mort. À quoi bon lutter contre sa propre mort?
J'essaie de vivre et de faire quelque chose. Je ne crois pas que mon rapport à la mort est morbide. Pour pouvoir peindre, en tout cas pour moi, peindre, c'est faire de la vie. Ah, c'est magnifique, mais c'est aussi magnifique que sa peinture, voilà. Oui, c'est une peinture d'équilibriste, hein, parce que vraiment, on sent qu'il est toujours au bord du casse-gueule, mais non, il se casse pas la gueule, voilà, c'est parce que faut regarder les reproductions, non. Ça vaut pas, bon, on a un catalogue, on est bien content, parce que ça nous rappelle des souvenirs, etc. Mais, il faut voir les œuvres en vrai. Alors, on vous dit, si vous voulez les voir en vrai, vous allez au musée des Beaux-Arts de Brest, vous allez au musée de Bordeaux, et là, vous verrez des œuvres en vrai. Parce que la peinture, c'est pas seulement une image dans un catalogue, c'est un être vivant, une peinture, si vous voulez. C'est sa texture, c'est ses empattements, ses effacements, c'est son trait. Et le trait de Dilacer, c'est un trait, mais vraiment fragile. On a toujours peur qu'il se brise, le trait. Vous voyez, c'est une peinture qu'on pourrait dire un petit peu, comment dirais-je, délicate, non, c'est pas le terme, enfin bref, un peu sophistiquée. Non. C'est un peintre qui a du tempérament, mais le tempérament, c'est pas forcément gueuler, c'est pas forcément hurler, c'est pas faire caca dans sa culotte, hein. Le tempérament, ça peut se trouver aussi dans des œuvres délicates, comme ça, qui la ramènent pas, mais qui vous imprègnent. J'ai mangé du gâteau au chocolat, récemment, fait par le fils aîné de ma camarade, Coco. Et c'est un gâteau au chocolat, mais là, vous prenez une bouchée, vous sentez le chocolat un petit peu, mais pas particulièrement. Et une fois que vous avez avalé votre bouchée, d'un seul coup, vous avez le palais, les papilles, la bouche qui s'enflamme, et vous avez le goût du gâteau au chocolat qui reste collé à votre palais, voilà. Et ben c'est ça la peinture, la belle peinture, la bonne peinture. C'est pas une peinture qui vous en fout plein la tronche. Ça arrive aussi, hein. On ne va pas dire que, si vous voulez, il y a des peintres comme Goya, comme des gens comme ça, ou Picasso, où la peinture vous en parlez plein la gueule. Mais c'est pas forcément celle-là qui va très 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 loin. Mais celle de Dilacer, par contre, elle vous en prenez pas plein la gueule. Elle vous effleure comme ça, hein, les couleurs, cette fragilité et cette force en même temps. C'est très paradoxal, mais ça cohabite très très bien. Et vous vous en souvenez longtemps. Ça reste dans votre tête comme le goût du bon gâteau au chocolat dans la bouche. Comme un vrai gamin, je veux prendre la route comme un vrai gamin. Partir encore avec mes amis musiciens. Je veux prendre la route comme un vrai gamin. Comme un vrai gamin. Je veux changer de décor tous les matins. Voir des choses que je ne verrai plus demain. Je veux prendre la route comme un vrai gamin. Dans un vieux camion, on est assis entre guitares et bagages. Après les chansons, on se fait la malle, on change de paysage. On voyage comme de vrais gamins. Monter sur les planches des petits patelins. C'est toute ma vie, ma raison d'être, mon destin. Je veux prendre la route comme un vrai gamin. Dans un vieux camion, on est assis entre guitares et bagages. Après les chansons, on se fait la malle, on change de paysage. On voyage comme de vrais gamins. Monter sur les planches des petits patelins. C'est toute ma vie, ma raison d'être, mon destin. Je
veux prendre la route comme un vrai gamin. Je veux prendre la route comme un vrai gamin. I can't wait to get on the road again. Comme un vrai gamin, Graham Allwright. Voilà, c'est toujours sur Radio Soupente, je ne veux pas vous faire tout le laïus. C'est une émission dont la partie artistique est consacrée à un peintre qu'on adore, François Dillasser. Voilà, alors on va revenir un petit peu sur la bio de François Dillasser. Donc François Dillasser, il naît à Lesneven en 1926. Voilà, Lesneven, donc dans le Finistère. Donc son père est marchand de vin, comme Dubuffet et Manessier. Voilà, le vin pour Dillasser fait partie d'une culture. Il dessine donc depuis l'enfance, et c'est vers l'âge de 15 ans qu'il commence l'apprentissage de la peinture chez Charles Corcuff. Charles Corcuff, c'est un commandant de gendarmerie à la retraite, dont l'art s'inspire de l'école paysagiste de Fontainebleau. Voilà, et c'est au même moment qu'un de ses frères lui montre le cheval blanc de Gauguin. Et là, c'est une révélation pour Dillasser. Entre le bleu de l'eau, l'écume orange, il dit « J'ai eu l'impression folle de comprendre ce que pouvait être la peinture ». Donc c'est la révélation Gauguin, dans un livre comme Plus tard pour les régentes de Franz Hall, qui va le stimuler. Alors après, il fait des copies, il copie Le Titien, il copie Rubens, il copie donc Gauguin, le maître de Pont-Aven, en ayant dans le sentiment d'entrer ainsi dans la peinture moderne et sentant qu'à son tour, il pourrait bien devenir peintre. Donc vers 1946-47, pendant son service militaire, il participe à un concours radiophonique et il en sort lauréat. Et le jeu de ce concours, en fait, consistait à réaliser une peinture à partir d'une description d'un tableau fait par Jean Cassou. Et lui, en fait, il a dû faire le plus beau tableau, quoi. En 1956, sa première femme, Thérèse, meurt et il reste tout seul avec 5 enfants à charge. Donc, François Dillasser se réfugie alors dans la peinture. Il va à Paris, il va visiter les galeries. Et en décembre 1958, il se remarie avec Antoinette. Et là, ils auront 2 enfants. 1965, Dillasser découvre Bissière. Et oui, ils se retrouvent tous, quoi. Bissière qu'on avait justement vu au musée de Bordeaux. Et comme Bissière, il va réaliser des tissus cousus qu'il montre à Paris en 1970. Il fait aussi le salon d'automne, le salon des réalités nouvelles. Et donc, c'est à partir de cette date-là, après une carrière professionnelle, que Dillasser choisit de se consacrer entièrement à la peinture. En fait, je pense qu'il a fait le choix de travailler pour pouvoir s'occuper de toute sa famille nombreuse. Et donc là, voilà, en 1965, il a 40 ans, il se consacre à la peinture. Il obtient rapidement la reconnaissance de galeristes parisiens, et donc ses œuvres font l'objet de diverses expositions, que ce soit en France ou à l'étranger, et elles rentrent dans les collections de plusieurs musées. Une dizaine d'années plus tard, il entre à la galerie Jacob à Paris. Il va exposer là-bas entre 1976 et 1984. Et on peut dire que François Dillasser est un peintre autodidacte qui travaille principalement sur des séries. On va en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Donc il va faire des séries sur les arbres, sur les mains, les têtes, les comètes, les veilleurs, les bateaux-feu, les régentes. Et en fait, il change de thème quand il pense avoir épuisé son sujet, quoi. Alors François Dillasser était apprécié dans le monde de la peinture contemporaine. Il laisse derrière lui une œuvre considérable et il meurt donc en 2012. Plusieurs ouvrages ont donc été consacrés à ce peintre, comme on citait tout à l'heure. Il y a alors René Le Bihan qui a écrit Dillasser aux éditions Palantine. On parlait de Charles Juliette qui a écrit chez François Dillasser aux éditions Les Chopes et sa femme Antoinette qui a écrit un livre aux éditions Le Temps qu'il fait. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman
des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montrant comment sans ennui on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des raies bleues sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique: ah, qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille. La maman des poissons, Bobby Lapointe. Ouais. On pensait que cette légèreté, cet humour, etc., allait très bien avec apparemment le tempérament de François Dilacet. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et tout de suite, on va vous causer dans le poste, évidemment, de l'œuvre. J'ai commencé un peu à délirer tout à l'heure, mais il faut que je me reprenne, il ne faut pas que je m'exalte comme ça, parce que ça ne correspond pas tout à fait au travail de cet artiste, qu'on peut aborder avec beaucoup plus de calme, je pense. C'est plutôt un travail qui calme qu'un travail qui excite. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on pourrait avoir l'impression, à première vue, que c'est un travail très enfantin. Ouais. Et en fait, c'est simplement une impression, parce que c'est bien loin d'un travail, d'un travail d'enfant. C'est bien plus profond quand même. Bien sûr. Oui, parce que là, par exemple, c'est la page 9 du catalogue. Vous avez une reproduction des Métamorphoses de 1993. C'est un assemblage de 15 peintures. Il pratique souvent cette technique d'assemblage de peintures juxtaposées, voilà, qui sont en acrylique et encre de Chine, sur papier marouflé sur toile. Il emploie aussi cette méthode de travail sur papier, qu'ensuite, je pense que c'est pas lui qui les maroufle, qui fait maroufler sur toile. Voilà. Et ça, c'est quand même un format, il a souvent des formats impressionnants. Enfin, quand il aligne ses dessins, ses peintures, voilà, de 163 sur 153, c'est quand même pas tout petit. Et alors, par exemple, ces Métamorphoses, on est en pleine abstraction, parce que, si vous voulez, ce sont des taches de couleur, avec quelques traits, avec une dominante de vert, un vert, on pourrait être pas olive, mais un vert sombre, avec un peu d'olive dedans, du noir et du blanc. Voilà. Il y a un peu de gris aussi, sur au moins 3 images, un peu de gris. Voilà, il y a le blanc du papier, mais c'est superbe, parce que c'est en même temps énigmatique, mais il y a un équilibre dans la répartition des taches de couleurs, enfin de couleurs c'est pas de la couleur flamboyante, hein, c'est un peu des tons éteints, un peu, voilà, mais pas les noirs, évidemment, c'est du noir franc et pur, c'est du blanc, du papier pur, mais le vert et le gris, c'est assez travaillé comme couleur, et ça vient là. Alors on pourrait gloser pendant, je pense, des heures, des jours, comme les rabbins le font sur la Torah, mais bon, on n'en a pas la capacité. C'est une réflexion plus intérieure que le blabla va pas forcément vous faire comprendre ou vous révéler. Voilà, mais c'est pour donner un exemple. Pour moi, c'est un peu comme, et d'ailleurs ma camarade
me l'a dit tout à l'heure sans que je lui en cause avant, alors donc on a quand même une certaine complicité, une certaine fusion au niveau artistique, sur, si vous voulez, comme Raymond Imbert ou comme Pierre Kopp, qu'on a appris là, justement il y a peu de temps sur le web, qu'il était décédé il y a 2 ans. C'est une génération où ces gens sont presque des passeurs d'abstrait, si on peut dire ça comme ça, quoique l'abstraction, encore une fois, c'est une image, voilà, ça signifie pas grand-chose, mais ça signifie qu'on comprend pas tout de suite ce qu'il y a de peint ou sur une surface. Voilà. La figure figurative, on comprend tout de suite, c'est un bonhomme, une bonne femme, une campagne, un motif, etc., une scène de genre. Mais là, ce que je regarde là, en ce moment, Métamorphose de 1993, on sait pas trop, mais c'est un travail intérieur, un cheminement intérieur qu'on doit faire. Et mais en tout cas, comme ça, brutalement, quand on regarde la première fois, on est un petit peu sous choc, parce que voilà, qu'un homme, un peintre, avec sa sensibilité, sa fragilité, puisse accoucher de choses pareilles, c'est quand même très, très, très étonnant. Ouais. Après, il y a toute sa série sur les régentes, où justement, ce que je disais un petit peu rapidement dans sa bio, c'est qu'il a eu une révélation en regardant un bouquin, il a vu les régentes de Frans Hals, et ça a été le point de départ donc à toute une série. Avant, il a fait une première série sur les veilleurs, donc il y a certaines similitudes entre les deux tableaux. Et en fait, dans ces régentes, il est fasciné par le triangle, c'est-à-dire qu'il va les représenter d'une manière effectivement très triangulaire, avec aussi d'autres triangles, même à l'intérieur en fait des vêtements, quoi. Tout à fait. C'est oui. Moi, alors ma camarade adore. Moi, j'aime beaucoup. J'en suis pas à l'adoration. Peut-être parce qu'on n'a pas la même sensibilité, comme c'est une femme, n'est-ce pas? On sait bien que les femmes ont une sensibilité beaucoup plus affûtée que celle des pauvres mecs, qui sont un peu brutos. Voilà. Mais c'est quand même assez magnifique. Voilà. C'est encore des formats pas tout à fait minus, 135-197 pour celle de 1995. Effectivement, tout s'inscrit plus ou moins dans des triangles, les têtes, les décors, etc. Et puis il y a un petit détail amusant, c'est que souvent sur la droite, en haut ou en bas, c'est là qu'il faisait ses essais de couleurs, et à la fin, ces essais de couleurs, il les camouflait en faisant un petit dessin, une petite figure, etc. etc. Mais là, c'est l'endroit où il faisait ses essais de couleurs. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un de... Encore, il y a peu de peintres, enfin moi j'en connais peu, qui essayent leurs couleurs sur l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Et qui laissent les essais de couleurs, mais camouflés, on voit plus que c'est les essais de couleurs, voilà. Et lui, ces essais de couleurs, si vous voulez, ce que l'essai de couleurs laissait deviner, il le formalise, voilà, par un dessin figuratif. Et là, alors, encore une fois, c'est des couleurs... Il y a des rouges qui sont, mais c'est pas des rouges pétards, c'est des rouges un peu éteints, avec un peu dedans, il y a quelque chose qui les rend plus sombres. Il y a encore des noirs, il y a encore du gris. C'est de ce point de vue-là. Et puis alors, on a évidemment tous les croquis qui préparent ce travail au crayon, et personnellement, je préfère presque les crobards à la réalisation. Il y a une liberté et toujours cette sensibilité de trait. Mais alors, moi je suis son crayon. Voilà. C'est quelque chose d'étonnant, parce que c'est rare les artistes qui ont une sensibilité de trait aussi, comment dirais-je, aussi frappante, on se la ramasse en plein dans la tronche, que François Dilasserre. Alors, il y a toute une série après de petits formats, ce sont des recherches en gris, voilà, des gris, des noirs, alors je dis les formats, c'est 24,5 sur 38,5, vous voyez, c'est des petits formats, voilà, et puis tout de suite ça reprend de l'ampleur, avec des 78-112, des 130-141, vous voyez. Alors, dans des formats carrés, et à l'intérieur, une espèce comme un encadrement rond, c'est un encadrement en peinture, évidemment, et ces régentes à l'intérieur. Donc, elles sont dans toutes les positions, de toutes les couleurs,
de toutes les... Il les travaille aussi, il travaille les visages. Il y en a une, ce sont des têtes de mort, quasiment, à la place des visages un peu humains. Une deuxième, il y en a la moitié en tête de mort, et une qui est pas complètement morte. Voilà. Il y a cette recherche permanente d'aller au bout c'est ce que j'allais dire, on sent qu'il y a vraiment tout a été pensé, quoi, qu'il va au bout de ce qu'il peut faire. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il répète, si vous voulez, les régentes. Là, j'en ai alors en reproduction une, alors sans compter les croquis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, il y a une quinzaine de formats, puis c'est des formats géants. Il y en a un, il fait 135, 107. L'autre, il fait 108, 68. Voilà. Et dans tout son travail, en tout cas dans ce catalogue, on nous montre ses recherches. Enfin, ses séries, parce qu'il travaille évidemment par série. Voilà, série de 6, de 7, de plus, de 15. Et il pousse, si vous voulez, la recherche dans toutes ces séries. Voilà. Jusqu'à temps qu'il arrive à un état où il peut plus avancer, et c'est fini, il arrête, il passe à autre chose. Et tout ça, ma camarade disait tout à l'heure, c'est un peu, il y a quelque chose d'un enfant chez lui. Oui, il y a quelque chose d'un enfant. Il faut toujours se méfier des artistes qui ressemblent à des enfants, parce qu'on sait que les enfants, il n'y a pas meilleur plasticien qu'eux, même s'il y en a qui se groussent en disant ouais, que les enfants, il y en a qui détestent le travail des enfants. Pour avoir travaillé, moi, avec eux dans des écoles, etc., je dois dire que j'ai passé des moments merveilleux à découvrir leur création. Alors parfois c'est un peu cacabouillat, comme les adultes, mais le plus souvent c'est assez magique. Voilà. Et Guy Lasserre, ça fait penser un peu à ça. Sauf peut-être ses mains, il a fait toute une série sur les mains. Ses mains, alors il y en a en noir et blanc, il y en a avec des couleurs pétards, avec des doigts de différentes couleurs. Oui, alors ces doigts c'est un peu des boudins, un touridé ou des saucisses. Mais c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est l'idée de mettre simplement une main sur une œuvre, c'est quand même et puis une main fermée à un point, il y a toutes les positions possibles d'une main, et c'est infini. Voilà. Rien qu'en peignant une main, on peut peindre le monde, quoi. Voilà, c'est dans une main il y a tout. Ouais. Après, il y a toute une série sur les baigneuses de Cézanne aussi. Il a beaucoup copié, comme on le disait. Il a copié aussi Matisse, Cézanne, et donc il a fait toute une série sur les baigneuses. Sur les baigneuses, oui, c'est une série impressionnante, parce que là encore, il va aller très loin dans les formats. Depuis, voilà, c'est ce que j'expliquais sur sa palette sur le côté d'une œuvre. Voilà, c'est ça. Et là, il a ajouté des jambes, il a fait une tête avec cette bouse, là, tu vois. Moi, je trouve ça, là aussi, il a transformé ça en une tête, voilà. Cézanne, alors, il a fait des dizaines et des dizaines de crobards, de petites pochades, etc., etc. Voilà, il a fait même du noir, que je trouve magnifique pour ma part. Le noir, ça pourrait être des bois ou des linons ou des choses comme ça, ou même du travail sur cuivre. C'est absolument extraordinaire. Et puis des taches de couleur. Il a bien compris Cézanne, parce que sur certaines de ses peintures, il les tache. C'est des corps blancs, ces baigneuses, ces grandes baigneuses, etc. Mais il parsème le corps de taches de couleur qui rappellent la facture de Cézanne. Voilà. Complètement. Complètement, hein, tu vois, tout à fait. Donc c'est ça, je trouve que c'est quand même, je veux pas dire, on va pas employer superlatif à Donf, parce que ça pourrait commencer à vous fâcher, à vous énerver, mais bon, il a vraiment compris Cézanne, voilà. Parce que c'est presque du Cézanne, c'est pas du Cézanne, c'est du Guy Lasserre, mais il a quand même bien compris ce que Cézanne fabriquait quand il peignait, voilà. Et ça, c'est pas donné à tous les rapins de la terre. Et puis encore... Ouais, c'est ça. Après, il y a toute sa série sur les têtes et sa série sur les planètes. Les deux sont assez fantastiques. Ouais, surtout, enfin, les têtes, oui, j'adore. Alors, les têtes, c'est des têtes qui prennent quasiment toute la surface de la toile, des grosses têtes qui peuvent être rondes. Et après, c'est au niveau, alors, c'est pas franchement des oreilles. Au niveau des oreilles, c'est comme s'il y avait un bout de bois qui traversait le crâne. Enfin,
Oui, et là, on les a vus mais pas au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, dans une galerie à Bordeaux. Ces têtes-là, c'est tout dans la tête, voilà. Le format en longueur, en hauteur, et c'est des formats assez étroits, et alors les têtes, il a employé toute sa gamme de traits et de couleurs, pour les réaliser, et c'est assez étonnant, voilà. Vous voyez, les formats, c'est 62-30, vous voyez, vous imaginez. Et puis il en a fait toute une série aussi, qu'il appelle des têtes fantaisie, ouais, qui, sur papier marouflé sur toile, encore une fois, qui fait 2 mètres 05 sur 1 mètre 62, mais en gris noir, voilà. Plastiquement, c'est magnifique, hein, c'est vraiment, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, il y a 20 têtes, voilà, 20 têtes. Et une qui est un peu en négatif, c'est-à-dire une qui est encadrée, qui est dans un fond noir, alors que tous les autres sont sur un fond blanc, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il pousse, voilà, parce que de la première tête à la dernière, il y a tout un travail de déstructuration qui se met en place, et on arrive à la dernière qui a rien à voir avec la première, ouais, chacune, il y en a même qui ressemblent plus à des têtes de mort qu'à des têtes de vivants. Voilà, mais il pousse le bouchon autant qu'il peut, quoi, jusqu'au bout. Et on arrive à des grandes têtes, par contre, ils appellent ça tête à oreille, qui font 110 sur 103, et il y a une seule tête, énorme, comme le disait Piquécou. Les yeux, c'est des espèces de poternes. Ouais, dissymétriques, un peu. Les oreilles, c'est des espèces de rectangles qui sortent de la tête. Alors, encore une fois, une série avec des rouges et 2 noirs. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rouges et le noir, ça fait 9. Il y a encore son fameux gris, ou ses fameux gris, voilà. Et là, c'est la première tête qui fait plus de 190, combien elle fait? 110 sur 115. Eh bien, c'est sur un fond noir travaillé, c'est pas du noir uni. Il y a des graffitis gris, etc. Et la tête elle-même est grise, un gris jaune, avec ses petites poternes, etc. Et l'autre, c'est une tête avec une dominante jaune, mais avec des couleurs du rouge, du vert, du blanc dedans. Voilà. Ces têtes, elles sont magnifiques. Tout est magnifique. Et puis il y a les étoiles. Voilà, les étoiles, oui. Tu peux en parler, Noémie ? Les étoiles, c'est pareil, hein, des fonds très colorés, et ces étoiles qui sont un petit peu en longueur, avec un peu comme des plumes un peu partout autour, avec aussi d'autres tons différents, un peu contrastés. Hein. C'est beau, ça fait rêver d'une certaine façon par ces différents coloris, quoi. C'est un bel univers. Hein. Oui, parce que ces étoiles ne ressemblent pas du tout à des étoiles, rassurez-vous. On peut tout imaginer. Ça pourrait être des paramécies, par exemple. Ouais, c'est ça, des êtres unicellulaires sous un microscope. Tout à fait. Là, j'avais ça mais je voyais pas, je pouvais pas mettre un mot dessus, mais comme tu le dis, oui, des paramécies, bien sûr. Tout à fait, voilà, c'est ça. Les êtres vivants, quoi. Les étoiles, il y en a pas une qui est jaune. Il y en a une blanche, un peu blanche, mais les rayons des étoiles sont vraiment, c'est comme des feuilles ça fait en fait comme une fleur, enfin, voilà, avec ses pétales et son cœur. Ouais. Alors il y en a toute une série aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You dis 9, on a dit 9, adjugé 9. Dans le catalogue. Et c'est pareil, là, la dernière représentée, eh bien, en fait, chaque pointe un peu de l'étoile, si on peut appeler ça comme ça, est de couleurs différentes, comme il a fait pour sa main avec les doigts de couleurs différentes, comme on voit, il va le faire après sur ces planètes qui vont être un espèce d'enroulement un peu de couleurs sur elles-mêmes, quoi, ou comme il a fait sur le dernier visage qui était jaune, où il y avait déjà un peu cette bande de couleurs qui suivait, quoi. Oui, et tout ça c'est suivi par les planètes, et alors là c'est vraiment c'est pas vraiment rond, c'est pas vraiment une planète. Il appelle ça une planète, mais celle-là, je crois qu'elle a une bouche avec des dents. On pourrait avoir un visage à l'intérieur. Il y a des plumes qui sont sur le côté, qui dépassent comme si on les avait plantées là. Et nous, tout à l'heure, on réfléchissait un petit peu. Ça nous est pensé au Petit Prince quand même, avec effectivement la rose sur la planète. Tout à fait. Voilà, alors on a essayé de mettre il n'y avait pas de musique pour le Petit Prince, j'ai essayé de mettre le texte, mais bon, c'était un peu long. Mais là, c'est très vivant, en fait. C'est très difficile de vous décrire ce que c'est, parce que si vous le voyez pas, vous allez être à une année-lumière ou deux
peut-être même 3, de ce qu'on tente de transmettre. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que, enfin, pour ma camarade, mais pour moi aussi, je crois que c'est l'apothéose, quoi. C'est la finalité de son travail. Là-dedans, il se réalise dans ces planètes, voilà, qui sont parce qu'il y a des couleurs. Ouais, il y a toute cette spirale, ces couleurs. Voilà, ces couleurs qui sont extrêmes. Et puis, encore une fois, c'est 140, 150, 150, 140, 160, 150, 213, 219. Vous voyez, c'est encore des petits formats, quoi, voilà. Ça, c'est François Dillasser. Voilà. Ouais. Ouais. Et à la fin de ce catalogue, nous avons des têtes, toujours ces fameuses têtes, avec des yeux très très curieux. Qui pourraient presque être un peu des momies, je sais pas. Oui, tout à fait, oui, absolument. Ouais. Voilà, et là, il y en a encore. Il en a fait aussi un montage de 20 peintures acryliques sur toile. Voilà, il a fait ça sur un format 98-96. Il renoue assez souvent avec ses collages. Bon, voilà, en gros, ce qu'il y a dans votre catalogue, on vous en a fait une description à peu près fidèle. Ouais, et j'avais lu, justement, on a oublié de le dire, pour les baigneuses, il me semblait avoir lu qu'il mettait la couleur et qu'après, donc, il appliquait même, il mettait de l'encre de Chine après au tournevis sur la couleur, dans un deuxième temps. Ah non, mais c'est un cas, hein, le père Dillasser, attention. Et nous, en fait, c'est vrai que quand on a parlé de Pierre Copp, que peu de gens doivent connaître, parce qu'on a découvert Pierre Copp par hasard pour une exposition à Nancy, à la Douéra, qui fait un travail aussi un peu comme ça, un peu naïf, avec plein de visages. Enfin, et en fait, il n'y a même pas que le dessin ou la peinture, il y a aussi ce que ces gens, ce qui émane de ces gens. Alors, voilà. C'est vrai que Dillasser, malheureusement, on l'a découvert un peu tard pour le rencontrer. On aurait vraiment aimé pouvoir discuter avec lui, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de commun, comme Raymond Imbert qu'on n'a pas pu rencontrer. On a simplement rencontré sa compagne. Mais voilà, on sent quelque chose qui est là. On parlait de Bissière parce que Dillasser et Bissière se sont rencontrés aussi. Et oui, il y a quelque chose qui nous plaisait un peu dans tous de cette même manière là, dans le travail, dans les personnalités. Ouais. Parce que Bissière, on avait fait toute une émission sur lui où des gens qui sont en dehors de cette société de consommation, de gloire, Bissière s'est arrêté de travailler pendant 10 ans pour aller garder les vaches en Centre-France, je crois. Enfin, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc on a été vraiment touchés. En plus, on peut remercier quand même chaleureusement le musée des Beaux-Arts de Bordeaux de nous avoir envoyé ce catalogue. Ouais, c'est vachement sympa, ouais. Il n'y a pas beaucoup de musées parisiens qui feraient la même chose, quoi. Voilà. Tout de suite, parce que je leur ai téléphoné, j'ai eu une jeune fille charmante qui était à la doc. Je sais pas si elle était à la doc, enfin, elle était en service évidemment. Elle était là depuis 6 mois seulement. Et elle a eu le courage de demander, s'informer sur cette histoire de bouquin, de catalogue. Il n'y en avait plus, mais elle a transmis, si vous voulez, ma demande au service de documentation qui lui a dit on va lui envoyer. Gratos, c'est le dernier qu'on a, mais on va lui envoyer, voilà, et j'ai reçu Bon, c'est encore toute une histoire, parce qu'avec la poste, il faut voir, les oiseaux qui distribuent le courrier, c'est vraiment des oiseaux. Mais en tout cas, le catalogue, il est là, à côté. Et c'est ma copine qui en a hérité, parce que moi, je l'avais, ce catalogue. Je ne le retrouvais pas dans mon foutoir, pour être poli. Ouais. Et puis, une fois qu'il a reçu celui-là, paf, je retrouve mon catalogue. Voilà, donc on a chacun notre catalogue, on est vraiment ravis. Voilà. Ouais. Et on peut faire passer l'œuvre de Dillasser autour de nous. Et merci encore une fois, 1000 fois, le musée de Bordeaux, des Beaux-Arts. Pour notre frère le soleil, pour nos sœurs la lune et les étoiles, pour notre frère le vent, pour l'air, les nuages, pour notre sœur l'eau, elle est si utile, si humble, si précieuse, si pure. Pour notre frère le feu, il est si jeune, si vigoureux, si fort. Pour notre sœur la terre, riche de tant de fruits. Pour notre sœur la mort,
à qui nul homme vivant ne peut échapper. Louez, bénissez, remerciez mon Seigneur et servez-le avec beaucoup de simplicité. Le chant de la création, Félix Leclerc. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, qui est la station des Rapins sans foi, sans eau et sans courbette, et qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet aracaille.fr. Et on passe aux remerciements. Aux expositions. Aux expositions, pardon. Ouais, alors on rappelle. Alors, les expositions, une exposition qu'on n'a pas visitée, mais j'ai mes bonnes copines Laurence et Claudine qui l'ont vue, c'est le modèle noir de Géricault Amati. C'est au musée d'Orsay, donc peut-être ce sera notre prochaine visite d'exposition. On peut rappeler d'Aurignac au musée de Montmartre à Paris jusqu'au 8 septembre. Peindre dans la Creuse, l'atelier Grognard, c'est à Rueil-Malmaison, c'est jusqu'au 26 mai, donc c'est terminé malheureusement. Ah ouais. Voilà. Pas de peau. Et on a Agnès Dubar, on remet toujours des liens sur des stages qu'elle organise en Ariège, donc intéressant, des stages de gravure, toutes les techniques de gravure sur quelques jours, voire une semaine. Voilà, en gros pour les expositions qu'on a notées pour le moment. Mais non, il n'y a pas le truc là pour... comment dirais-je? Alors dans la partie culturelle, le culturel de la semaine, j'ai eu l'occasion d'aller visiter avec les amis du musée Eugène Carrière qui est à Gournay-sur-Marne un film, c'était une présentation à Paris, un petit film qui s'appelle Eugène Carrière, donc 1849-1906, un peintre en son temps, c'est un réalisateur Thierry Fournet qui a fait un petit montage d'une trentaine de minutes sur la vie d'Eugène Carrière, sur les lieux en fait où on peut retrouver son œuvre et les personnes qu'il a côtoyées comme Rodin. C'est un peu court, on aurait aimé pouvoir se mettre un peu plus longtemps dedans, mais voilà, Thierry Fournet explique qu'il habite Gournay, il voyait ce musée Eugène Carrière, cette rue, et il s'est toujours demandé mais qui est donc cet Eugène Carrière? Donc là voilà, c'est l'occasion de prendre contact avec ce peintre. C'était pas un pote à Grandjean? Non, pas. Je sais pas. C'est la même époque. Après, dans la lecture, ouais. Alors moi, je viens de terminer un livre qui s'appelle L'Arbre Monde, c'est de Richard Powers. Alors c'est un gros pavé de 500 pages, c'est un best-seller américain. Alors au départ, j'avais un peu d'appréhension, mais comme c'est une bonne copine qui me l'a conseillé, j'ai foncé. En fait, c'est un livre, c'est magnifique. C'est un livre magnifique qui va présenter plusieurs personnages dans une première partie, dont les destins, bien sûr, vont se croiser après par la suite. Et le lien de tout ce bouquin et ces histoires, en fait, c'est la nature, c'est les liens qu'on a avec la nature, c'est les arbres, la communication entre les arbres, notre lien, nous, avec ces arbres, comment toutes les espèces sont finalement reliées. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver ce monde? Alors, surtout, n'allez jamais dans une forêt avec un camarade, surtout une forêt comme celle de Fontainebleau, une forêt de Mayet, où on exploite, si vous voulez, les arbres pour, je vais faire un peu de blé. Et on vous en a parlé la dernière fois, on a discuté avec un garde forestier, et, voilà, bon. Et alors, parce qu'elle en fait un drame à chaque fois. Voilà, alors bon, mais elle adore la nature, à se demander si elle-même n'est pas un arbre qui c'est comme ça. Voilà. Et quand on lit ce livre, L'Arbre Monde, on est vraiment pris aux tripes, justement, on est avec tous ces personnages qui vont chacun à leur manière prendre conscience et essayer de sauver des séquoias. Ça se passe aux États-Unis, on abat des séquoias. Il n'y a plus besoin de les abattre. Centenaire. Maintenant, j'ai vu un reportage hier, un bout de reportage là-dessus. Ils vont mourir parce que le réchauffement climatique, ça les tue. C'est-à-dire des arbres qui ont plus de 2000 ans, comme il y en a un, je ne sais plus comment il l'appelle, c'est un géant, qui pousse, c'est un de ces arbres qui pousse les plus vite au monde. Voilà. Alors imaginez 2000 ans, la taille du truc, et ils sont en train de mourir à cause du réchauffement climatique. Ça va faire partie de cette extinction en masse des espèces, comme dans la nature, les tas de fleurs qui disparaissent, et tas de choses qui
qui sont des remèdes médicaux qu'on perdra à jamais, etc., etc. Enfin, il y a un petit espoir parce que avec les graines des herbiers, il y a les gens qui s'occupent de ces choses-là, le musée, le machin le muséum d'art de sciences naturelles, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est le muséum qui a, voilà. Et ben eux, ils essayent si vous voulez, de faire revivre des graines d'herbiers qui ont disparu maintenant, voilà. Et moi, j'ai lu, à l'incitation de ma camarade, Congo. Alors, c'est un tout petit bouquin. Et le Congo, ça n'existe pas. Il faut donc l'inventer. En 1884, à la conférence de Berlin, j'en ai entendu parler là, les grandes puissances se partagent l'Afrique et créent l'État indépendant du Congo, une simple entreprise commerciale. Viennent alors le défrichage, l'installation des comptoirs, les massacres. En évoquant le roi Léopold II, Charles Lemaire l'éclaireur, Léon Fiévez le tortionnaire, les frères Coffinet les négociateurs, Éric Vuillard donne au mal un visage, à la fois récit historique et réflexion politique sur le libre-échange. Congo ressuscite d'une plume lucide et irrévérente la période coloniale, l'aube de notre modernité. Et alors, comme vous rentrez là-dedans, vous en sortez pas tout à fait en bonne santé. Ouais. Hein, et d'ailleurs, tu disais qu'ils évoquent ces chaudrons de Courcelles. Ouais. Et tu m'as dit, mais toi, ça me dit quelque chose, chaudrons de Courcelles. Et tu m'as dit, en fait, c'est la famille de Bernadette Chirac. Voilà, c'est ça, c'est les chaudrons de Courcelles. Et là-dedans, vous découvrez qui était le chaudron de Courcelles. C'est un baron d'Empire, c'est-à-dire qu'il a été nommé, il a eu sa baronnie sous Napoléon III. Voilà, autrement c'était des bourgeois, hein. C'est ça les barons d'Empire, bon c'est pas vraiment de la noblesse, c'est les parvenus, voilà, et oui, si vous voulez, Madame Chirac, elle a pas un air très engageant, et j'ai pas pu m'empêcher de rapprocher son air de son ancêtre, que je connais pas du tout, mais on se transmet des choses dans les familles, hein. Assez improbable, voilà. Ouais. Alors, ce qui est surprenant, on ne l'a pas lu, je ne l'ai pas acheté, mais juste après avoir fini ce bouquin, il y a une petite librairie à côté de chez moi qui s'appelle Libertalia. Bon, c'est une librairie piège, hein. C'est-à-dire que on a envie de tout acheter quand on rentre là-dedans. Et je regardais les bouquins. Mais ils n'ont pas trop avec toi parce que tu n'achètes rien. En regardant les bouquins, justement, je suis tombée sur un bouquin de Mark Twain qui parle aussi de Léopold II et du Congo, qui a l'air très bien. Alors, Léopold II, c'était un gros con, hein. C'est un géant, il mesurait plus de 2 mètres, etc. Mais c'était vraiment le petit commerce, quoi, voilà. Il a voulu s'acheter, parce que la Belgique, c'est pas très grand, et il s'est acheté un domaine qui faisait 6 fois la Belgique, ou plus. 8 fois la Belgique. 8 fois la Belgique, voilà. Et il pouvait pas, dans la constitution belge, comme c'est un roi, comme la reine d'Angleterre, hein, c'est des rois, il y a un parlement, etc., donc il peut refaire complètement ce qu'il veut. Alors il l'a déclaré comme une entreprise commerciale, et puis après c'est devenu l'État du Congo, et ils ont, alors, c'était la chasse aux esclaves, la destruction des ressources naturelles, avant l'heure, hein, parce que là c'est le pillage intégral, etc., etc. Et jusqu'à Lumumba, qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais et qui a été assassiné par les gens qui exploitaient le Congo à cette époque-là. Voilà. On se souvient d'un mercenaire fameux qui s'appelait Bernard, je ne sais plus comment, là. Voilà, et les mecs, ils massacraient. J'ai vu à cette époque-là, j'en ai parlé la dernière fois, mais je radote, et je travaillais dans la presse, et j'ai vu des reportages qui n'étaient pas diffusés, évidemment, dans la presse, parce que par des journalistes de gamins, etc., et je suis sûr que c'était l'atrocité. Il y a eu, je crois, au Congo, 10 millions de morts. Et toute l'Afrique, c'est 11 millions d'esclaves, alors vous additionnez 11 millions, 10 millions, voilà, c'est combien d'habitants en Belgique? Je sais pas. Voilà, enfin, c'est plusieurs fois la Belgique. Ouais. Et apparemment, pendant 20 ans, ce Congo a été propriété exclusive de Léopold II. De Léopold II, tout à fait, voilà. Mais c'est hallucinant, parce que les grands, comment il s'appelait ce grand explorateur anglais, là Livingstone? Non, pas Livingstone. Stanley. Stanley, c'était un barbare fini, enfin voilà. C'était des gens, parce que Stanley, il venait de la rue, c'est du Dickens, hein, l'enfance de Stanley.
Et alors, il s'est rattrapé par la suite. Mais il a fait, si vous voulez, il ouvrait des routes pour. Et ce qui suivait derrière, c'était pire que les missionnaires encore. C'était l'industrie, etc., du bois, les ressources minières. Il y avait une bande de bandits de grand chemin qui étaient au Congo pour l'exploiter. C'était invraisemblable. Et ces mecs-là, ils ont fini tranquilles, petits retraités et tout, après avoir sur la conscience des millions de morts, quoi. Et on va passer aux remerciements traditionnels. Claude et André, nos auditeurs de la Nation, Karine Ouzette, Marie-Christine Béguet, de Pugeot dans le Var, dans le Gard, qui va bientôt venir à Paris pour le show des graveurs. Journée de l'estampe, place Saint-Sulpice, le week-end du 14 juin, je crois. Ouais, voilà, c'est toujours au mois de juin. Christiane, qui fait des ménages dans une librairie de la rue qu'on dit publique, la rue comment déjà? Marigot. Camelot. Claude et William, alors là, c'est nos copains de chez copains de Brest. Voilà. Jean-Paul Souvrat, c'est notre ami, copain de Coudekerbranche, côté de Dunkerque. Un grand peintre. On n'a pas peur de le dire. Nos amours, on n'a pas peur de les avouer. Claudine, qui est une camarade à ma camarade, Piquécou, une camarade qui aime beaucoup toutes les arts plastiques, etc. La preuve, c'est qu'elle a donné, et ça, elle est allée voir l'exposition noire à Orsay, et elle en a assez bien parlé à sa camarade Piquécou qu'on va se farcir Orsay, que je déteste. Enfin bon, pour voir Millet, par exemple, je déteste pas, mais pour le peuple, l'affluence terrible qu'il y a dans ces musées, oh la vache. Annick, une camarade militante, de l'JFP, de la FPS, qui était malheureusement en traitement à la Fondation Rothschild. Jean Peduzzi du Val d'Oise, qui nous envoie des informations assez gratinées, parfois on en parle, parfois on ne parle pas. Ça dépend de notre casting. Corinne, notre tapissière aimée, et Joël, notre Alasienne du Caire, qui est reparti, je sais pas, il est pas reparti, Joël, au Mali, ou je sais pas où, ou au Burkina, je sais pas. Sabine et Anne-Emmanuel et Frédéric, trois peintres qu'on adore. Frédéric est de Lille. Juliette Plan, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, une graveuse émérite, qu'on aime beaucoup. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure. Agnès Dubar, on en a parlé, qui est, elle, en relégation dans l'Ariège, voilà, une graveuse aussi, alors faut voir, Frédé et Geneviève, des carnétistes tribulants, aussi des très très bonnes, aussi on fréquente que des gens bien. Thierry Morciot, un graveur belge émérite, qui a remporté le premier prix à la Biennale de Saint-Maur. Ouais, qui expose d'ailleurs en ce moment à Bruxelles, à l'Hôtel des Monnaies. Colette. Alors Colette, c'est la compagne veuve de Odon, un plasticien merveilleux. Jacqueline Imbert, la veuve de Raymond Imbert, un plasticien magnifique, ce chaînon manquant qui nous conduit vers l'abstrait de la figuration à l'abstrait, ou de l'abstrait à la figuration, ça dépend comment on regarde ça. Peinture magnifique. Une œuvre pléthorique, malheureusement, il a disparu très jeune, d'épuisement. Voilà. Parce que parallèlement à son boulot de peintre, eh bien, il a créé, avec sa compagne, un musée de... Comment on appelle ce musée? D'art populaire, voilà, c'est ça. Voilà, faut voir Alors, allez-y, c'est à Laduz, en Bourgogne. Vous trouverez Laduz, vous allez sur le net, Laduz, et puis vous trouverez... mais il faut y aller plutôt cet été, c'est bientôt, d'ailleurs, au mois de juin. Voilà, vous pourrez visiter le musée d'art populaire et peut-être regarder quelques peintures de Raymond Imbert. Liliane et Laurence, des copines à ma camarade Piquécou, qui sont des auteurs de polar, faut voir, et qui signent sous le nom de Claude Isner. Marie-Christine Perrondet et son compagnon Christopher, alors là, des militants, qui doivent se farcir les ronds-points, tout ça, depuis 6 mois, sans débander. Pardonnez-moi pour
vocabulaire un peu limite. Marie-France, une militante aussi, JFP, AFPS, voilà, impliquée dans la bagarre pour la Palestine. Nos trousses flamboyantes qui travaillent sur une radio concurrente, qu'on déteste, la radio, mais il y a des émissions qui tiennent le coup, comme la sienne, les siennes. Aude, qui aussi faisait la technique d'une émission, on vous dira pour laquelle, parce qu'on déteste le mec qui s'en occupe. Non, on est vraiment des méchants. Voilà, Aude, qui est une psychologue, mais qui s'occupe, par contre, de la collection de... Comment ça s'appelle ? Atelier du non-faire. L'atelier du non-faire, pardon, j'ai lâché, je fatigue. Hein. Voilà. José Arthur du Mélange, sur toujours cette radio concurrente maudite. Voilà. Et Geneviève, notre sorcière préférée. Ouais. Geneviève, qui était la compagne de celui qui a créé Midi Minuit Midi Fantastique. Minuit, vous savez, ce bouquin, ce magazine mythique des années 60, 50, 60, voilà. Voilà, puis il a aussi créé Zoom, un magazine de très luxueux, très beau, sur la photographie. Voilà, c'est là que j'ai découvert Diana Rousse, voilà, sur ce magazine Zoom. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr. Et nous allons vous souhaiter le bonsoir. Voilà, bonne journée. Bonne semaine à tous, salut, à la semaine prochaine. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr. Devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpin. Je les soleil,